C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la soirée, pour dire les choses plus clairement, c'était un jour de décision de politique monétaire pour la Banque d'Angleterre. Après les décisions de la Fed et de la BCE la semaine dernière, la Banque d'Angleterre continue de monter ses taux, 25 points de base délivrés, 12e hausse de taux délivrée par la Banque d'Angleterre depuis décembre 2021, avec, côté bonne nouvelle, une révision massive des perspectives de croissance pour l'économie britannique sur un horizon de 3 ans. En 2026, au premier trimestre 2026, le niveau de croissance de l'économie britannique sera plus de 2% supérieur à ce que la BOE prévoyait encore en février dernier. Une révision donc d'une ampleur historique, avec évidemment une contrepartie, c'est que l'inflation va rester bien plus gluante que prévu. Les prévisions d'inflation ont été réajustées à la hausse et justifient un discours encore de fermeté de la part de la Banque d'Angleterre qui, comme la BCE, ne marquera pas de pause sans doute pour les prochains meetings. Le marché escompte encore peut-être 2 hausses de 25 points de base du côté de la Banque d'Angleterre. Intéressant de noter que sur ces annonces, on a plutôt vu le sterling s'affaiblir contre le dollar. Un dollar qui est en train de remonter de manière assez significative. C'est le mouvement du jour sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui retombe à 1,09 alors que la série du côté des banques régionales américaines est toujours en cours avec une nouvelle victime ou une proie aujourd'hui des marchés qui s'appelle PacWest, un nom qui a été identifié déjà depuis plusieurs jours. PacWest a révélé que ses dépôts avaient subi une décollecte importante encore sur les premiers jours du mois de mai. 10% des dépôts qui ont fondu chez PacWest sur la semaine du 5 mai dernier. Le titre est sous pression aujourd'hui avec toujours ce sujet des défaillances en série au sein du segment des banques régionales américaines. Voilà pour les sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un contexte où les marchés sont toujours dans une logique de consolidation à plat, assez tranquille. Peu de volatilité sur les marchés actions, un CAC 40 qui se traite autour de 7375 points en cette fin de séance. Le détail à suivre avec Comme du Bois. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le segment des small caps. Aucun signe d'un début de commencement de rattrapage de ce segment de marché très en retard par rapport aux grandes capitalisations boursières. Il faut donc en parler à nouveau. Nous en parlerons avec Cécile Aboulian d'Inextenso Finance qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, comme chaque soir à 17h en direct, et c'est avec Comme du Bois. Le CAC consolide après les chiffres de l'inflation américaine hier. Après les chiffres des prix à la consommation du mois d'avril hier, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des prix à la production aux États-Unis pour le mois d'avril. Ils témoignent d'une décélération en données globales à 2,3% sur un an contre 2,5% anticipé. Autre donnée attendue, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont elles augmenté de 22 000 pour un total de 264 000 personnes inscrites. Ce sont les chiffres les plus élevés depuis plus d'un an. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a annoncé un relèvement d'1/4 de point de son taux d'intérêt directeur. C'est sa 12e hausse consécutive alors qu'elle tente de maîtriser l'inflation la plus élevée des pays du G7. Du côté des publications d'entreprises, Engie a confirmé ses objectifs annuels au terme de son premier trimestre. L'énergéticien vise désormais le haut des fourchettes prévues. Eiffage a vu son chiffre d'affaires de progresser de 13,1% à fin mars et confirme lui aussi ses objectifs pour 2023. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance du jour à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Comme du Bois qui nous accompagnait aujourd'hui. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Julien Nebenzal est avec nous en plateau également. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes administrateur d'Advise et Zakaria Darwish avec nous en plateau également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes responsable des solutions taux et crédit chez CPR Asset Management. Le thème du moment depuis une semaine, c'est donc le thème de la pause. La Fed tente une pause, Zakaria, après 500
points de base de hausse de taux en à peine 14 mois. Que vous inspire ce thème de la pause signalé quasi explicitement par Jérôme Powell pour la Réserve fédérale américaine. Le marché, lui, va un peu plus loin que l'idée de la pause, puisque pour le marché, les investisseurs, la pause est un prélude à un pivot futur, à des baisses de taux futurs, pricées peut-être dès cet été par les marchés. Que vous inspire le thème de la pause? Qu'est-ce qui peut se passer dans cet intervalle entre le moment où la Fed arrête de monter ses taux et le moment, un jour viendra, où elle se remettra à baisser ses taux, Zakaria? Alors, premièrement, le sujet de la pause se clarifie de plus en plus. En regardant en particulier les dernières données d'inflation, on voit qu'on est vraiment bien enclenché sur une tendance baissière, en particulier sur la partie logement qui inquiétait beaucoup, qui montait avec un rythme quasiment constant, 0,7-0,8% par mois. Là, on est descendu à 0,5%, on a eu ce premier signal le mois dernier. Hier, on a eu une deuxième confirmation de ce signal-là, donc ça, c'est plutôt rassurant. Et ça va dans le sens de la vue de la Fed. Donc, le thème de la pause s'installe. On a encore un dernier chiffre d'inflation, avant que la prochaine réunion de la Fed. Donc, on verra si cette tendance-là se confirme. Après, comme vous dites, la deuxième partie sur laquelle le marché et la Fed sont sur deux points de vue complètement divergents, c'est le marché price des baisses dès la rentrée de la Fed du taux directeur, de façon relativement agressive. On parle de plus de 100 points de base, alors que la Fed nous dit « Non, mais attendez, l'inflation, vous êtes bien content, vous êtes bien gentil, l'inflation à ce niveau-là, c'est pas encore mission accomplie. La tendance est bien enclenchée, mais on est bien loin de l'objectif de 2%. » Donc, dans ce cadre-là, ce qu'il peut y avoir à moyen terme, c'est-à-dire qu'on a une première phase dans laquelle les chiffres sont encourageants. On a encore une ou deux hausses à l'aide de la Fed qui arrivent, qui sont plus ou moins attendues. Mais en fait, c'est la séquence de la suite sur laquelle cette divergence-là va bien devoir se refermer. Soit le scénario de M. Powell, auquel beaucoup de gens ne croient pas, qui est de non, il n'y aura pas de récession, se concrétise, et avec une inflation continue de ne pas arriver sur l'objectif, ce qui est beaucoup plus probable. Et donc, on reste sur ces niveaux élevés. Soit on est dans une tendance vraiment de forte récession, une inflation qui s'effondre. Et dans ce cas-là, finalement, c'est le marché qui a raison. Il s'est engagé de manière un peu personnelle sur ce point, Jérôme Powell. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans sa conférence de presse. Il s'engage personnellement, presque contre le scénario central du staff de la Réserve fédérale américaine, pour nous dire, je considère, à titre personnel, qu'il y a une probabilité supérieure qu'il n'y ait pas de récession dans les prochains mois, trimestres, plutôt qu'une récession. C'est aussi son rôle de président de la Fed. Il peut pas, peut-être que politiquement, il peut pas annoncer, dire, voilà, nous on monte les taux pour créer une récession, pour ralentir l'inflation. Ouais. C'est peut-être pas ce que le grand public est prêt à écouter. Je comprends. Surtout dans une période où politiquement c'est un peu tendu aux États-Unis, ça ferait une victime collatérale qui pourrait être assez facile s'il tient ce type de scénario. Et on le voit que même dans les projections, même d'avant, en fait, on n'a jamais parlé d'une forte récession. On parle plutôt d'une récession modérée, plutôt soit un soft landing, soit une croissance qui reste relativement molle. Sur le plan de l'inflation et de la prévision d'inflation, Zakaria, moi je me souviens de 2022 où on avait des écarts énormes, des surprises à la hausse énormes tout au long de 2022. C'est-à-dire, le consensus n'arrivait pas à s'ajuster mois après mois sur l'inflation attendue. Ces écarts aujourd'hui, avec le consensus, ils sont quasi nuls. Le dernier CPI publié cette semaine, le dernier indice des prix à la consommation aux États-Unis, est parfaitement en ligne avec les attentes, et ça fait déjà quelques mois qu'on voit quand même cet écart avec le consensus se résorber. Est-ce que l'inflation est plus prévisible désormais? Et si oui, avec plus de fiabilité? Et si oui, quand on regarde un peu la trajectoire devant nous, à quel niveau d'inflation cœur on se trouve aux États-Unis au mois de septembre, par exemple? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que oui, effectivement, on a une inflation qui commence à sortir par rapport au consensus d'économistes, qui est plus proche. Par contre, quand on regarde par rapport à la diffusion de marché, par exemple, si vous prenez juste le pricing de marché et la distribution de où le marché attend l'inflation, vous avez un scénario central où l'inflation revient à l'équilibre à 2,5, grosso modo, à horizon 5 ans en moyenne. Mais vous avez au fait des queues de distribution, c'est-à-dire des scénarios alternatifs, qui ont une probabilité qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a connu d'avant la crise Covid. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive peut-être à mieux estimer, mais avec
une marge d'erreur une fiabilité qui est beaucoup plus élevée. D'accord. Et ça pourrait par exemple expliquer qu'hier, après le chiffre d'inflation, qui était en ligne avec les attentes, on pourrait s'attendre à aucune réaction de marché, parce que c'est ce qui était attendu. Finalement, on a vu des taux d'intérêt baisser de quasiment 10 points de base. Ce qui fait qu'on craignait quelque part le pire. C'est le scénario qu'on attendait, mais on avait quand même une bonne petite peur comme quoi l'inflation va nous resurprendre à la hausse. Julien, que vous inspire le thème de la pause de la Fed? Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'après 500 points de base de hausse de taux, ouf, enfin, ça s'arrête. Mais le marché regarde aussi les raisons de cette pause. Et c'est vrai que c'est aussi un moment où on va commencer à voir la transmission de la politique monétaire à la chaîne du crédit, à l'économie réelle, avec en plus des craquements financiers en série qu'on observe depuis 2 mois maintenant dans le segment des banques régionales aux États-Unis, etc. etc. Il y a un revers aussi derrière cette pause, d'une certaine manière. Oui, puis il faudrait même s'inquiéter parce que si on regarde bien, la fin des cycles de hausse de taux correspond à des sommets de marché d'actions. Il y avait beaucoup de gens qui disaient au début de la hausse de taux, attention, c'est pas bon pour les marchés d'actions. En fait, le mauvais moment, c'est à la fin de la... C'est quand la Fed s'arrête. C'est quand la Fed s'arrête. Pour qu'il y ait pivot, c'est-à-dire pour qu'il y ait une politique monétaire de baisse de taux, il faut qu'il y ait une ou plusieurs conditions réunies, à commencer par une volonté de relance économique et notamment aux États-Unis, si l'emploi est touché. Bon, je sais qu'on est en ralentissement, bien sûr. Parler de nécessité de relance économique aujourd'hui, sachant que l'emploi n'est pas touché, c'est pas une évidence. Après, la baisse de taux est aussi un des outils de lutte contre une crise financière. Une crise financière qui n'est pas là. Donc, s'il y en a une, peut-être que ce sera un des outils utilisés. C'est pas le principal. Le principal, c'est beaucoup les achats d'actifs en cas de crise financière. Donc, il n'y a pas de raison de toucher au taux. Après, sur la partie peut-être de qu'est-ce que l'économie peut donner, ce que vous disiez à l'instant, ce que Powell anticipe, etc. Le phénomène de ralentissement économique, il date pas là, ce n'est pas une conséquence de la hausse des taux. Il a commencé fin 2021. C'est à peu près le sommet de la dynamique économique mondiale et américaine en particulier. Si on prend par exemple l'ISM manufacturier, il valait 62 à peu près à ce moment-là, en octobre-novembre, et puis il est tombé à 55 quelques 6 mois plus tard. La hausse de taux n'avait aucun non, impact. Ça a commencé en mars 2022, c'est pas donc c'est dans les premiers mois qu'on a vu. C'est un ralentissement cyclique tout à fait ordinaire, tout à fait classique. Et ce type de ralentissement ne s'est pas produit par hasard. Je l'avais déjà évoqué sur ce plateau, il se produit comme il doit se produire tous les 3 ans et demi, 4 ans environ, ce qu'on appelle le cycle de Kitchin. Donc vous avez un premier point bas d'activité économique en 2016, vous avez un second en 2019, vous deviez en avoir un troisième en 2022, plus ou moins 6 mois. Les choses se sont produites, ce qui veut dire que le prochain point bas d'activité économique est dans 3 ans à partir 2 ans et demi à partir de maintenant. Ce qui veut dire que ce qui nous sépare de ce prochain point bas d'activité économique, c'est une bonne activité économique et non pas une mauvaise activité économique. Donc quand Jérôme Powell dit « moi, les perspectives de récession ne m'apparaissent pas », pour ma part, à la hauteur de mes propres petites recherches, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très juste. Après, sur la qualité de cette croissance, on est dans un cycle, alors cette fois-ci un peu plus long, qu'on appelle le cycle de Juglar. C'est un Français qui a découvert ce cycle, il y a 150 ans maintenant de ça. Un cycle qui dure entre 7 et 11 ans, donc environ 10 ans pour simplifier, qui a commencé en 2016. Il y a peut-être un débat là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce cycle-là, c'est un cycle de changement. D'ailleurs, il a commencé avec le Brexit et Trump, donc c'est un changement de structure économique, parce que chaque cycle de Juglar a une propriété particulière. Et ce cycle de changement, il a une particularité, c'est que la fin du cycle de changement n'est pas très dynamique. Voilà, c'est pas des accélérations phénoménales dans l'économie. Ce qui veut dire que ce qu'on a vu là, le ralentissement, et finalement la difficulté de sortir de ce ralentissement, c'est tout à fait normal. Donc ce qui doit se produire, pour moi, sur les 24 mois à venir, c'est une amélioration progressive d'une croissance qui ne sera jamais époustouflante. Non, ça restera médiocre. Voilà, médiocre, moyen, médiocre, voilà. Donc, mais il y aura ce filet de croissance nécessaire, ou en tout cas qui change tout, qui permet de faire la distinction entre quelque chose de difficile, douloureux, économiquement et sur les marchés, et quelque chose qui peut tenir. Oui, et qui me permet de compléter, je parlais du volet politique pour la réponse à y a-t-il baisse de taux, pivot et baisse de taux. Du point de vue de l'économie et sous l'angle des cycles, là aussi, il n'y a pas de raison particulière. Mais il y a un troisième volet qu'on peut ajouter, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, c'est le cycle financier inflationniste, le cycle global. Ça, c'est un cycle qui, je ne sais pas si on a la chance, en tout cas, l'opportunité de le voir, parce que c'est toutes les générations qu'on en voit un. Ce cycle, il a connu un premier épisode très significatif en 2022, ça on l'a tous vu.
quand il est arrivé exactement dans les temps prévus, quand il se produit, il a systématiquement, entre 3 et 5 ans plus tard, un véritable écho. Donc, par analogie, 73, première crise pétrolière, 79, seconde. Premier pic d'inflation 1914, début de la guerre. Second pic d'inflation 1919, fin de la guerre. Même raison, en fait, de l'inflation, début et fin de la guerre. Les conséquences qu'on connaît en Allemagne, les boîtes de marque, etc. Il y a toujours ces 2 pics d'inflation qui arrivent. Ils sont d'ailleurs toujours séparés de 55 à 57 ans. C'est un Russe qui a découvert ça en 1927. Donc, si ça continue de se produire, et on est quand même, je ne le dis pas moi seul, il y a les Américains du NBER qui le disent, on est quand même au 6e cycle qui est très clair. Si ce cycle continue de se développer comme il doit le faire, ça veut dire que l'inflation sera plus haute dans 3-4 ans d'ici maintenant. Pour qu'elle soit plus haute par rapport au niveau actuel, et compte tenu du fait, pour reprendre justement le fait que l'inflation soit plus prévisible en ce moment, c'est-à-dire que si elle est plus prévisible, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus de manière erratique et chaotique, mais elle reste à un niveau élevé. Oui. Et ça, c'est symptomatique d'une période inflationniste. Ce qui veut dire que les données d'inflation entre maintenant et, je dirais, dans 3 ans, ne vont pas subitement s'effondrer. Donc là encore, pas une raison de dire il va y avoir pivot et de baisse de taux. Au contraire, les gardes vont rester plutôt élevés. Bon, intéressant. On verra ce qui se passe entre maintenant et le mois de septembre, là où le marché price effectivement un début de baisse de taux. François, que vous inspire le thème de la pause? J'ai bien fait de venir, ça me fait plaisir d'entendre des discours qui changent un petit peu de ce que j'entends tous les jours, parce qu'il ne faut pas se tromper, ça fait depuis... vous venez pas assez souvent, François. C'est avec plaisir. Depuis début 2022, sur les marchés, on est dans une inquiétude permanente, on ne fait que regarder ce qui pourrait nous tomber sur la tête, et force est de constater que 2022... entre la géopolitique, l'inflation, l'explosion des matières premières, les goulets d'étranglement dans les circuits d'approvisionnement, on aurait pu imaginer que ce soit un exercice pour les entreprises, pour le secteur bancaire, pour les extrêmement compliqué. Force est de constater qu'on a fait, en tout cas en Europe, des profits historiques en 2022, des marges qu'on n'aurait même pas pu imaginer en février-mars lorsqu'on démarrait cet exercice, et que à chaque fois, et c'est assez symptomatique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la publication de résultats, à chaque fois le marché est venu inscrire les points hauts, ou en tout cas les rebonds, ou en tout cas est venu se rassurer à chaque fois qu'on est allé voir les directeurs des entreprises pour prendre le pouls de l'économie réelle. Et eux nous disaient, bah oui c'est compliqué, bah oui c'est difficile, mais oui les prix de revient remontent, etc. Mais on arrive à regarder les marges, on arrive à s'en sortir, et force est de constater qu'au bilan de l'année, c'est extraordinaire. Ce qui se passe sur ce premier trimestre ressemble énormément à ça. Depuis le début de l'année, on se dit, avec des taux pareils, l'économie va avoir du mal à résister, on devrait revoir des ralentissements très marqués. Et on vient de prendre un rendez-vous très marqué avec les publications de résultats, qui sont extrêmement bonnes, plutôt rassurantes, avec des dirigeants qui adoptent ce qui est de bonne guerre, un discours plutôt prudent et accommodant, mais qui ne viennent pas corriger leurs objectifs à horizon 2024-2025, ce qui est aussi plutôt rassurant quand on voit le contexte autour de nous. Et donc, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, peut-être qu'on se fait un peu trop de soucis pour finalement, les entreprises sont capables de gérer plus facilement une inflation à entre 3 et 5% qu'une déflation, comme on a pu connaître pendant les 15 dernières années. Ensuite, vous avez, je reviens sur le schéma des banques centrales et de la Banque centrale américaine, finalement, il y a toujours un pilote aux commandes. La Banque centrale américaine a fait un magnifique travail. Elle a on verra dans 6, 9, 12 mois. Hein, non, ce que je disais. Non, mais moi aussi, la feuille, la scoreboard, c'est clean sheet pour l'instant. Pour l'instant, on ne peut pas critiquer. D'accord, mais on sait tous que les vraies conséquences sont à venir. Bien annoncées, bien exécutées. Et force est de constater que pour l'instant, les dégâts collatéraux de cette politique. Ça commence quand même. Oui, mais ils ont été... C'est les conséquences. D'une manière très empressée, relativement bien résolue. On a vu effectivement un certain nombre de difficultés, les effets on va dire, les secousses bancaires, on sait d'où elles viennent. On parle beaucoup de fuite de capitaux. Ne nous trompons pas, il y a aussi tout simplement le bon sens qui fait que les Américains qui avaient de l'argent placé sur leur compte bancaire quotidien sont allés le placer. Et ça n'enlèverait au fait que c'est un problème, François. Oui, c'est une conséquence de la politique monétaire. C'est pas un bug dans le système, mais ça n'enlèverait au fait que c'est un problème quand même pour le financement bancaire aux États-Unis. La Banque centrale américaine a fourni 400 milliards de liquidités. Oui, mais visiblement le jeu de domino continue. Oui, les défaillances ne sont pas stoppées.
Oui, mais enfin, pour l'instant, les épargnants américains n'ont pas perdu d'argent, à ce que je sache, sur les dépôts. Il n'y a pas eu, comme nous avons pu en avoir en Europe, de problématiques sur la dette subfine aux États-Unis. Il n'y a pas eu ce genre de règlement-là. On a eu des choses qui se sont passées convenablement. Effectivement, vous avez des actionnaires de banque qui ont des difficultés. Ça, on peut l'entendre. Et c'était quelque chose qui était assez prévisible dans le scénario de hausse de taux américains. Mais force est de constater quand même que la Banque centrale est toujours aux commandes et qu'en cas de difficulté, elle a réagi massivement dans des délais inouïs. Je vous rappelle que quand même, lors de la précédente crise financière, il a fallu attendre 2 ou 3 ans pour que les banques centrales commencent à avoir des politiques pour faire remonter la taille de leur bilan en fournissant des liquidités aux banques. 2007, là, la Fed monte encore les taux, je crois, en 2007. Oui, c'est juste pour dire que là, ça a pris 3 jours, c'est-à-dire qu'on a vraiment appris. Donc le sentiment, c'est quand même qu'il y a un pilote aux commandes et que pour l'instant, il réussit sa mission. On arrive en fin de cette première étape, qui est quand même une étape incroyable. Avant la crise, excusez-moi, on n'aurait jamais pensé, moi je n'avais pas pensé, dans le contexte de croissance qui n'était pas extraordinaire que nous avions, que la Réserve fédérale pouvait reprendre un cycle de hausse des taux qui nous mènerait à ces niveaux-là. Si on se passe 5 ou 6 ans en arrière, je pense qu'on n'aurait pas imaginé cela. Et force est de constater aussi que du point de vue de l'inflation, les chiffres que vous rappeliez sont tout à fait justes. On est en train de passer non seulement le pic, mais on est en train de voir arriver un atterrissage fin d'année autour de 3%, ce qui est plutôt la fin de la guerre contre l'inflation galopante qu'on a connue. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi pour l'instant. Si derrière cela, on arrive à ça sans avoir des déclenchements massifs de perte d'emploi aux États-Unis, sans avoir un dérapage complet des marchés financiers, sans avoir des écartements terribles dans les secteurs et peut-être dans l'immobilier, mais je crois voir qu'il y a quelques signaux qui sont un peu moins dépressifs sur l'immobilier aux États-Unis récemment, peut-être qu'effectivement, ils auront fait du super bon travail et qu'on pourra se dire que l'horizon est un peu plus clair. C'est un des scénarios possibles. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je l'aime bien, ce scénario. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est pas le seul, c'est ce que je veux dire. Si je regarde ce que nous dit le marché aujourd'hui, ce que dit le marché, parce que si je regarde les anticipations d'inflation américaine à 5 ans, dans 5 ans, c'est que ça n'a pas dérapé. Non. C'est-à-dire que le marché continue de faire confiance dans la capacité de la Banque centrale de ramener l'inflation à un niveau, même s'il n'est pas exact, mais proche du niveau cible à moyen terme. Et donc, pour l'instant, cette mission-là, qui est quand même plus centrale, c'est celle de caler les anticipations, on peut dire qu'elle est aussi plutôt réussie. Oui. Julien, je reviens sur votre point, alors qu'il n'y ait pas de crise bancaire générale, peut-être, mais il y a quand même, encore une fois, ce jeu de domino qui n'est pas interrompu, qui met tout le monde mal à l'aise, entre guillemets. Vous disiez, la baisse de taux de la Fed ne serait pas une solution. Quand le problème vient justement de dépôts aux États-Unis qui sont rémunérés entre 0 et 0,5 pour la vaste majorité d'entre eux, de dépôts bancaires face à des produits monétaires ultra sécurisés qui offrent du 4-5% de rendement. Alors François le dit, c'est naturel que les dépôts aillent chasser le rendement sécurisé, évidemment, sauf que ça reste quand même un problème. En tout cas, c'est une des conséquences de la politique monétaire dont on va voir les effets maintenant et qui va se répercuter sur la capacité des banques à financer l'économie américaine, l'immobilier, etc. Ce qu'on n'a pas vu encore, d'une certaine manière. Et c'est là où les gens sont un peu inquiets. Alors, est-ce que la Fed va pivoter, donc baisser ses taux? Ma réponse était non, compte tenu des arguments que j'ai développés, politique monétaire, économie et finance par l'inflation. J'ai évoqué dans le cadre de la politique monétaire la possibilité d'une baisse de taux comme un des outils pour lutter contre une crise financière. Mais pas nécessairement le seul et probablement pas l'élément central. Si je fais un tout petit peu de café du commerce, vous prenez 4000 banques, dites-vous que la moitié a très mal géré et a acheté des bons du Trésor dans de très mauvaises conditions, comme la banque SVB. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut dire aux actionnaires qu'ils ont 0, ce qui s'est passé avec SVB, racheter au nominal ceux qui ont été actifs, achetés, pour rendre liquide cette partie et fondre ça dans un autre établissement. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne. C'est ce qui a marché. Ça. Je sais que j'ai un raisonnement très, très basique, mais le problème est ultra simple. Ce problème-là, c'est le problème qu'on a vu au 19e siècle aux États-Unis, à plusieurs reprises. Et ça s'est à peu près toujours passé de la même manière. C'est les actionnaires des banques qui ont tout perdu. C'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de crise des dépôts aux États-Unis dans l'histoire, dans des phénomènes comparables. Donc, ce que je dis, c'est que si crise financière à un moment, il y a, à cause de ça, la gestion peut être une baisse de taux ou peut être autre chose.
Voilà, c'était ça mon point. Je ne vais pas au-delà. Je ne suis pas en capacité de dire qu'il y aura le FDIC qui est en première ligne aujourd'hui sur cette question-là. Ils sont en train de revoir d'ailleurs la taille du fonds de sauvetage ou de secours, qu'il va falloir sans doute muscler un petit peu. Je suis d'accord qu'il n'y a pas une seule intervention. Néanmoins, une des raisons de cette crise des dépôts, c'est bien, encore une fois, les taux directeurs de la Fed qui mettent du rendement sur des produits ultra sécurisés qui viennent concurrencer une grande partie des produits bancaires courants, traditionnels, utilisés par les déposants. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, je suis sûr de l'avoir entendu sur votre plateau. Il y a un an, au moment du déclenchement de cette politique, de cette normalisation, moi j'appelle ça une normalisation de la politique monétaire, plusieurs experts disaient il y aura des conséquences. Oui, c'est pas un bug, hein, c'est des conséquences normales. Voilà, on apprend à des athlètes à courir avec des haies de 90 cm. Si vous les montez tout d'un coup à 95, tous ne vont pas passer. Il va falloir un certain temps d'adaptation. Non, mais c'est très clair. Je dis des choses effectivement oui. Très simples, mais c'est pas plus compliqué que ça non plus. Donc, ce qui est en train de se produire, c'était quelque chose, je vais pas dire de prévisible, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, ça veut dire que si il se passe ça, que ça s'aggrave un peu, vu que ce sont des entreprises qui prêtent localement à des business de moyenne taille, ça veut dire qu'il y a un effet qui va être du domaine du ralentissement. C'est équivaut en fait à un travail de politique monétaire. Ce qui est plutôt un petit peu ce qu'ils aimeraient du côté de la Banque centrale, que ce soit pas méchant, pas violent, mais que ça continue un petit peu à contracter. Donc voilà. Après, si vous mettez... Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, en ce moment, que j'aime beaucoup. Vous avez des marchés actions qui sont pour certains au plus haut en Europe, pas tous, mais voilà, pour certains au plus haut. Aux États-Unis, on est 15% sous les sommets. Enfin, globalement, on n'est pas en train de regarder depuis tout en bas les sommets des marchés actions. On n'est quand même pas très loin des sommets des marchés actions. Et on dit, il va y avoir une récession, ok. Il va y avoir une crise financière, ok. Et il y a de l'inflation. Vous avez tous ces éléments-là, alors que les marchés sont grosso modo au plus haut. Moi, je trouve ça vraiment une très bonne nouvelle. Parce qu'au moins, on a un horizon qui n'est pas dégagé. On a des obstacles. Il n'y a pas de free lunch. Oui. On a des obstacles de... Il y a un mur des craintes. Le rendement arrivera pour ceux qui prendront des décisions à l'intérieur de cet ensemble d'événements. Comme je disais il y a 2-3 mois, il peut y avoir un moment, tout le monde disait il faudrait qu'il y ait un repli. Je disais oui, c'est très bien un repli. Mais quand il y aura un repli, il y aura une raison. Et la raison, il va falloir se mettre en face de cette raison pour acheter ce repli. Là, c'était, est-ce qu'il y a une crise bancaire ? Donc, il y a des gens qui ont acheté, d'autres pas. Je ne juge pas. Je dis juste qu'il nous faut ces choses-là pour entretenir un marché haussier. Ouais. C'est donc on y reviendra sur le marché, parce qu'il y a, 5 valeurs peut-être qui sont au plus haut, mais il y a 495 valeurs au sein du S&P 500 qui sont loin de leur plus haut. Hein. Il y a vraiment ce marché à deux vitesses. Alors, juste, je voudrais avoir votre sentiment aussi là, sur le développement du stress financier, ou en tout cas de la transmission de la politique monétaire à la chaîne du crédit à travers les banques régionales américaines et les grandes banques majeures aujourd'hui, avec ces craquements en série. On a eu l'enquête de crédit qui a été publiée côté américain et côté européen. On reste dans un schéma un peu catalysé par les hausses de taux, mais dans un schéma de contrôlé, de resserrement du crédit bancaire devant nous, ou est-ce qu'on risque de plus en plus de dérailler, de déraper ? Est-ce qu'il y a besoin à un moment d'un coupe-circuit un peu global face à ce phénomène un peu de réaction en chaîne ? Non, en fait, si je veux prendre une métaphore, oui. on est encore dans les rails, mais D'accord. le train, il est en train de tanguer des deux côtés. Donc ça appelle à beaucoup de prudence et même d'inquiétude de la part des banques. On a les yeux heure par heure dessus, de toute façon. Mais je soulignerai que ce domino en fait, financier, enfin, le sujet des banques aux États-Unis, c'est avant tout un problème de réglementation. En fait, on n'aurait pas eu un desserrement de la réglementation sur les banques entre 50 et 250 milliards de bilan, mais il n'y aurait pas eu ce sujet-là. Chaque fois qu'il y a eu de la déréglementation, on a créé une bulle derrière. Il y a eu mismanagement avec des conséquences qui sont plus ou moins élevées. Là, par exemple, PacWest, c'est parti aussi. C'est 30 milliards de taille de bilan, donc c'est plus gérable. Mais voilà, mais ça peut créer justement ce sentiment auprès des épargnants, de déposants, d'insécurité, et qui pourrait créer la boule de neige. Je pense effectivement, je rejoins le point comme quoi, en fait, de la point de vue de politique monétaire, quelque part, en fait, ça fait un peu leur job, parce que les conditions de crédit se resserrent. Les banques
sont beaucoup plus regardantes pour distribuer des crédits. Et justement, sur l'enquête américaine, on voit qu'il y a justement cette forte distinction entre les banques larges, qui, eux, continuent de développer leur offre de crédit, et les banques moyennes qui, en se disant, avec ce qui se passe, fuite des dépôts, financement qui est plus cher, j'arrête, je ralentis. Donc ça se traduit effectivement sur l'économie réelle. Mais c'est encore dans le cadre de ce que la Fed veut voir. On n'est pas sorti de ce cadre-là. Quand la Fed remonte ses taux, elle a envie de voir en fait cette hausse des taux d'intérêt se transmettre par des canaux qui fait que vous voulez financer un projet, si le prix du projet, si la rentabilité du projet est inférieure au taux d'intérêt, on ne le finance pas. Là, en fait, on le fait de façon, on va dire, peu orthodoxe, parce qu'au final, la banque, elle prête pas parce que le projet il n'est pas profitable, parce que les temps sont durs, on ne sait pas trop, finalement on s'attend à des hausses des taux de défaut, donc on ne va pas prêter. Donc oui, ça a un effet de ralentissement de l'économie. Cette distribution de crédit, elle commence à être négative. En général, on sait que c'est un des indicateurs avancés de la croissance, donc on peut être inquiet par rapport à ça. Mais jusqu'à présent, ça reste gérable. Et je ferai quand même une nuance entre les États-Unis et l'Europe, de point de vue de réglementation, qui fait qu'en Europe, on est... Ça peut rester très US spécifique. Voilà, exactement. D'accord. François, sur ce marché action, ces deux mondes dans le marché action, il y a une poignée de valeurs, effectivement, qui s'en sort bien, très bien, qui tire le marché. Ce sont les plus grosses valeurs du monde, d'ailleurs. Et puis, il y a une partie majoritaire de la cote qui est à plat. Effectivement, mais j'ai bien aimé votre expression, le S&P 5 versus le S&P 495, qui était bien trouvé. Juste sur le sujet bancaire américain et européen, on a quand même plusieurs constats. Un, il y a quand même des gens qui se positionnent en consolidateurs de ces métiers-là et qui viennent faire leur marché parmi les difficultés des autres banques et récupérer à bon compte des actifs pas forcément de si mauvaise qualité. Donc, je dirais que la vie des affaires continue de fonctionner comme d'habitude. D'ailleurs, on a en Europe des banques qui en ont pas mal profité. On peut saluer la BNP qui a bien vendu une banque aux manières assez opportunes. Je me faisais la réflexion le jour, je me disais, on salue souvent les acquisitions comme étant des actions stratégiques majeures dans le parcours d'un management, mais je crois qu'aussi savoir vendre et désinvestir d'un actif au bon moment, c'est aussi la clé du succès. On va parfois faire un double salut à la BNP qui avait acheté Fortis dans la précédente crise financière et qui revend BancWest à la veille des difficultés du secteur bancaire américain, avant de publier des résultats au premier trimestre absolument exceptionnels, et d'ailleurs qui montrent une croissance des principaux métiers, notamment la banque de financement. L'actionnaire de BNP est content alors. L'actionnaire de BNP est satisfait. L'actionnaire de Crédit Agricole aussi, qui a publié avant-hier de mémoire et qui a fait. Et là aussi, on parle de dispersion de résultats, mais ils ont fait plus de 2 fois mieux que le consensus. C'est-à-dire qu'il faut bien reprendre en tête aussi, c'est que pour ces gens-là, leur vision du premier trimestre, c'est de dire. Attendez, la banque de financement et d'investissement, les clients ont peur, ont besoin de protection, on leur a vendu des protections. Et le marché du crédit s'est réouvert, on a réémis des obligations. Les taux sont plus élevés, mais on en a réémis. Tant mieux pour le premier trimestre de Crédit Agricole. Le sujet, c'est est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, cette crise du passif, cette crise des dépôts, avec la concurrence de produits monétaires qui est très alléchante aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver ce schéma en Europe ? Mon compte courant, il n'est pas rémunéré. Oui, mais il y a des livrets, il y a d'autres produits qui offrent de la rémunération aujourd'hui à des épargnants ou des déposants qui n'ont pas besoin d'avoir tout leur argent disponible comme ça en 24 heures. Les banques, et notamment françaises, ont un modèle de banque différent des banques spécialisées américaines. Elles sont universelles. Vous avez à la fois l'asset management, vous avez la banque de ça reste dans retail, le circuit. Vous avez la banque. Et oui, mais un dépôt, c'est un dépôt, c'est ce qui permet de financer aussi. Oui, mais enfin, rémunérer de l'argent, excusez-moi, le banquier sait faire. On n'a rien inventé. Vous prenez il y a 10 ans, vous preniez des crédits immobiliers et les taux n'étaient pas à zéro. Vous payiez un intérêt et pourtant vous achetiez quand même des appartements à l'époque ou des voitures et vous consommiez et le crédit à consommation a fonctionné avec des taux très élevés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un univers inédit. Non. On retrouve un fonctionnement normal et si je peux me permettre, on est passé d'un environnement de taux négatifs qui était quand même une aberration de l'histoire économique, je pense, un environnement qui redevient tout à fait raisonnable et cohérent, qui consiste à dire que l'argent a une valeur, que le prêté engage une rémunération, que tout n'est pas gratuit et que le temps vaut quelque chose. Donc, et que le risque vaut quelque chose aussi, puisque la hiérarchie des risques aujourd'hui est parfaitement bien établie sur les marchés obligataires. Donc,
objectivement, je n'ai pas le sentiment qu'on marche sur la tête aujourd'hui. On a simplement réussi à faire cette bascule-là, pour l'instant, sans trop casser l'outil. Et je pense que, comme on avait oublié ce que c'était l'inflation, je pense que les entreprises ne l'avaient pas oublié. Elles ont été capables de répercuter ça. Et en tout cas, elles en font la preuve au quotidien. Pour la plupart d'entre elles, eh bien, on est dans un schéma qui ramène à quelque chose de plus rassurant. Si en plus de ça, on pouvait avoir un peu de cohérence, et c'est peut-être un peu la nuance, on peut compter sur les banques américaines pour restreindre les conditions de crédit. Nous, en Europe, on a encore des gouvernements qui ont ouvert les vannes. C'est-à-dire qu'on a, en face de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui a vocation à être un peu plus restrictive, on a toujours des politiques budgétaires en Europe qui sont plutôt expansionnistes et qui donc sont un peu à l'opposé de ce que souhaiterait la Banque centrale européenne. Mais en dehors de ça, on est quand même dans un schéma de fonctionnement qui me paraît plus rationnel que ce que nous avions il y a 2 ans. Marché à 2 vitesses. Comment on gère ça? Comment on gère ça? Ça, c'est un vrai sujet. C'est une partie du marché qui est inondée par la récession, pour le coup. Alors, vous avez d'abord, au niveau des flux, on parlait des small caps, c'est un marché qui est mort en termes de flux. Il n'y a pas un euro qui vient s'investir sur les fonds de small caps en Europe ou sur les fonds de valeur moyenne. Et vous avez une hiérarchie entre les valeurs très liquides qui ont fait la performance, les valeurs on va dire moyenne large, qui font à peu près la moitié de la performance, et puis les small qui sont entre 0 et 2% depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'ils sont restés collés depuis le début de l'année. Ça, c'est symptomatique d'investisseurs qui se disent, peut-être rationnellement, que les conditions de crédit vont d'abord pénaliser les petits qui n'ont pas accès au financement du marché, qui sont obligés de passer par leur banque traditionnelle pour obtenir des lignes de crédit. Et dans un contexte où les ressources pour les banques se renchérissent, eh bien forcément, ils vont être facturés de manière significative. C'est vrai. On ne peut pas dire autre chose que ça. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est légitime, il y a des raisons. La seule chose, c'est qu'on peut s'interroger aussi sur l'idée que ce sont aussi des entreprises qui ont été plutôt bien gérées et que l'impact boursier de l'année dernière sur les small caps, qui est quand même très fort, elles ont perdu quasiment un tiers de leur valeur en Europe, est un impact qui est quand même ramené les ratios de valorisation à quelque chose qui est plutôt raisonnable. Il ne faut pas se tromper, les small caps, alors vous allez dire que je suis un peu opportuniste, puisqu'on a fait une acquisition d'une entreprise pour avoir justement récupéré un fonds de small caps. C'est très récent. Pour l'instant, on est en train de patienter, on a un peu commencer à arbitrer, parce que je pense que à un moment donné, si vous prenez quelques profits sur les larges qui commencent à valoir très cher, et je pense des très belles, les très larges en Europe, vous avez un vivier d'entreprises qui sont aujourd'hui restées à l'écart du rebond. Il n'empêche que vous préparez la fin de l'année plus que les 2 prochains mois. Je ne suis pas certain que ce soit à quel horizon de temps trading. Oui, mais bien sûr. L'horizon de temps, il est infini. Les small caps ont une prime de risque plus élevée, c'est évident, mais parce qu'elles rapportent aussi plus à moyen terme. Si vous prenez toutes les séries longues, vous avez une surperformance des small caps par rapport au large, tout simplement parce que c'est une entreprise de croissance et de forte croissance. Donc c'est assez légitime. Mais c'est vrai qu'elles présentent un profil de risque. Mais est-ce qu'il faut se forcer à être contrariant et se dire c'est le moment d'y aller, même si je connais effectivement l'aspect de liquidité, le fait que c'est les segments de marché qui sont au tapis parce qu'ils seront peut-être les plus attaqués s'il y a une crise ou un resserrement fort du financement, etc. Est-ce que c'est le moment déjà, ou est-ce qu'un client qui viendrait vous voir, vous lui recommandez plutôt de faire autre chose en attendant C'est l'occasion de monter dans un train qui n'a pas démarré par rapport au reste. Ensuite, vous avez la difficulté, c'est d'adresser ce marché. En fait, ça paraît... c'est pas si simple d'adresser un marché de small caps. D'abord, c'est un marché qui est très large, qui est très peu liquide. La recherche économique et analytique sur ces valeurs-là, elle n'existe plus. Ce n'est plus que de la recherche financée par les entreprises elles-mêmes pour faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle la recherche par indépendante. Et donc, c'est un vrai sujet de pouvoir adresser de manière large et non pas sur 10 valeurs ou 15 dans des portefeuilles très concentrés, ce genre de thématique. Donc, nous, on est parti sur des portefeuilles extrêmement larges, plus de 120 titres, pas plus de 1% ou 1,2% par ligne, des process plutôt quantitatifs pour arriver à élargir vraiment l'horizon d'investissement, et la France qui représente 12 à 13% du portefeuille. Donc c'est vraiment très large, plutôt des approches pour adresser une catégorie d'actifs qu'on a du mal à adresser traditionnellement en fait. Dans l'univers taux et crédit, Zaccaria,
qu'est-ce qu'il y a de mieux que le monétaire ? Est-ce qu'on trouve mieux que le monétaire ? C'est-à-dire être très court, avec des rendements quand même qui couvrent quasiment l'inflation aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine d'aller ailleurs, sur du crédit d'entreprise, moyen terme, long terme ? Oui, en fait, on voit une forte dispersion sur le marché du crédit. Alors déjà, vous faites bien de le souligner, aujourd'hui, on est très bien payé pour attendre, pour ne rien faire. Donc les taux monétaires sont attendus encore en hausse, donc ce n'est pas un mauvais investissement aujourd'hui de faire du monétaire, contrairement à ce que ça aurait pu être un certain temps. 2, sur l'univers crédit, vous l'avez souligné, en fait, on a une réouverture du marché primaire, c'est-à-dire que les entreprises et les banques réémettent, et là, en fait, en fonction des profils d'entreprise, on sent qu'il y a en fait une certaine fébrilité des investisseurs à investir quand tout le monde dit la récession arrive, l'inflation n'est pas encore stabilisée en Europe. Donc en fait, les émetteurs qui viennent cette année, qui sont obligés de venir en 2023 avec des taux d'intérêt aussi élevés, ils payent aussi une prime d'émission qui est relativement importante. Bon, je cite par exemple une banque islandaise qui est venue hier, 3 ans, 7,35% de rendement, catégorie investment grade, c'est-à-dire c'est le crédit le plus, on va dire, le mieux noté. La haute structure de capital, senior préfère. Donc, en fait, il y a des donc opportunités. Là, ça vaut le coup, effectivement, de se décaler un peu sur du 3 ans, l'exemple que vous citez, par rapport à du monétaire, qui est, je sais pas, en France, en Europe, à 3-4%, peut-être un peu plus aux États-Unis. Oui, aujourd'hui. Là, il y a un vrai gain. Exactement. D'accord. C'est-à-dire, mais le risque que l'on prend, en fait, par rapport à cela, c'est le risque d'une inflation en zone euro qui est aujourd'hui maintenant beaucoup plus portée, à contrario, par justement des politiques fiscales qui sont expansionnistes, qui sont pro-croissance, et aussi les marges des entreprises qui sont beaucoup en évolution positive. Donc, en fait, si on est dans un scénario où l'inflation ne se stabilise pas, on risque d'avoir des chahutements par rapport à une politique monétaire qui soit beaucoup plus restrictive. Sur l'univers obligataire, ce qu'il y a aussi à souligner, c'est l'émergent, où en fait, on a beaucoup d'économies qui sont beaucoup plus avancées, c'est-à-dire ils ont fini leur cycle de resserrement monétaire, ils sont plutôt, on anticipe déjà en fait les baisses qui préannoncent déjà. Vous avez des niveaux de rendement qui sont extrêmement élevés. Et avec le dollar qui aujourd'hui est attendu plutôt stabilisé, avec la baisse des taux d'intérêt qui est attendue sur le dollar, ça commence à être extra intéressant d'un point de vue rendement-risque. Voilà. Très clair. Julien, dans votre univers, comment on investit quand on reste constructif comme vous, voire positif ? Alors, il y a, dans un marché haussier, donc en partant du point bas, en allant jusqu'au point haut, il y a une période de consolidation, c'est quasiment jamais une ligne droite. Dans ces périodes-là, j'estime, au cours des années, des séquences passées, qu'il est souhaitable de réduire l'exposition simplement pour réduire la volatilité du portefeuille, et notamment parce que notre méthode a tendance à nous faire rentrer relativement tôt dans le marché. Et là, exceptionnellement, je ne vais pas faire ça. Alors, la raison, c'est que je ne vois pas pourquoi je vais abaisser la volatilité, compte tenu des potentiels d'appréciation qui sont devant nous, que j'ai décrits tout à l'heure, du point de vue économique. Et même si je n'anticipe mes modèles, alors sur les marchés eux-mêmes, donc d'actions et d'obligations, ne donne rien de particulier sur les 6 à 12 mois qui viennent. D'accord. Sinon, ça peut être ennuyeux pendant une légère hausse. Sinon, une légère hausse de l'ordre, je dis bien de l'ordre de 10% sur les actions et la moitié à peu près sur les obligations. Mais je pense plutôt que la volatilité va baisser par elle-même. J'ai d'ailleurs des premiers signaux qui sont arrivés, qui vont dans ce sens. Et cette fois-ci, je ne vais pas proposer de couvrir en fait en partie des investissements réalisés en fin d'année dernière, comme je pourrais le faire à ce stade du cycle, parce que je pense qu'il y a un potentiel d'appréciation qui est quand même un peu plus solide qu'au cours des cycles antérieurs. Mais j'ajoute, et c'est pour moi central, c'est pour ça que je disais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles devant nous, donc ça nous donne du grain à moudre pour construire encore des étapes haussières à horizon 12-24 mois. C'est que la psychologie globale du marché a changé. Elle a changé. Je ne veux pas dire qu'elle était très, très pessimiste au dernier trimestre, mais enfin, ça ressemble un peu à ça. Là, tous les indicateurs ont basculé à peu près en un mois, à très pessimiste, à prudent, moins inquiet, quelque chose comme ça. Mais alors, des signes d'optimisme, je n'en ai aucun nulle part.
mais absolument aucun. Il faudrait, je vous donne un exemple pour ceux qui font de l'analyse technique, il faudrait que la volatilité implicite, par exemple des marchés actions européens, soit à 10, voire en dessous, pendant plusieurs mois, pour qu'on puisse parler d'un début de complaisance. On en est très très loin. On vient juste de descendre une marche en volatilité implicite, c'est-à-dire qu'on a arrêté de se couvrir tout le temps pour tout. D'accord. On se couvre toujours, mais beaucoup moins. Donc oui, la psychologie est meilleure, mais on est loin d'être sur Donc un là, niveau, horizon 12-24 mois, préoccupant. c'est le double horizon 12-24 mois pour donner un peu la perspective. Il n'y a pas besoin de se désexposer du marché, même s'il y a 6 mois devant nous qui seront peut-être un peu boring, quoi, un peu ennuyeux. C'est ça. Full action le dernier trimestre, les obligations, on y était déjà depuis avant, probablement un petit peu trop tôt d'ailleurs, mais on y était. Il y a enfin du taux, profitons-en. Ce type d'agencement de portefeuille avec effectivement l'apparition, pour ceux qui le souhaitent, d'une poche monétaire puisqu'elle rémunère, pourquoi pas. Ce type de portefeuille me semble très bien pour les trimestres à venir. Il y aura un petit peu temps de ce qu'un de vos intervenants disait, un coup de grisou. Il y en aura bien un ou deux vu tout ce qui est devant nous comme problème. Coup de grisou, Mais c'est Alain Bocobza, c'est 10-15% de baisse. Voilà. Mais C'est pas Armageddon où là c'est 30-40% de baisse. Pour donner le... Voilà, c'est ça. Je reprendrai, je suis tout à fait d'accord avec cette expression et cette représentation des choses. Merci, messieurs. Oui, rapide. Non, sur les taux, Bonsoir. pour revenir, effectivement, on a oublié un segment, c'est le high yield. Aujourd'hui, le high yield en Europe, c'est plus de 8%. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des niveaux aussi élevés à 5 ans. Vous pouvez effectivement construire aussi une petite position spéculative sur les obligations qui, s'il y a des défauts, à la différence de ce qu'on a connu sur les banques, ne seront pas forcément totaux, avec un effacement purement et simplement de la dette. Là, en l'occurrence, on a des entreprises qui émettent avec des taux aujourd'hui autour de 8. C'est en tout cas significatif et ça permet à 5 ans en tout cas, de pallier même quelques petites défaillances. Merci messieurs, merci pour votre contribution à l'analyse de marché du jour dans Planète Marché sur Bismart. Zachary Darwish, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management, François Chollet, président de Montségur Finance et Julien Nebenzal, administrateur d'Advise. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et comme annoncé en début d'émission, le thème ce soir, c'est celui des small caps. Nous en parlons avec Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour parler de ce segment des petites capitalisations boursières que vous connaissez particulièrement bien. Le thème ce soir, c'est ce rattrapage qui se fait attendre. C'est plus que ça, même encore, parce que ça fait des années, notamment sur le marché français, que les small caps sont très en retard et se traitent même avec une décote contre une prime historique par rapport aux grandes capitalisations. C'est pas parce qu'il se passe rien aujourd'hui et que ce segment de marché est mort, entre guillemets, pour reprendre les termes qu'on employait dans le débat juste avant vous, Cécile. C'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. Mais vous êtes d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas le moindre début de commencement de signal d'un rattrapage de cette classe d'actifs ou de ce segment de marché aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, si on regarde les chiffres en termes de performance, le CAC Small, c'est plus 3%, le CAC 40, c'est plus 14%. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de rattrapage. Si on prend un peu de champ, et on regarde sur 20 ans, par exemple, les Small surperforment. Elles font une croissance de 7% contre 4,5% pour le CAC 40. Mais c'est vrai que depuis 5 ans, elles sous-performent 4 fois sur 5. Pourtant, c'est des sociétés qui sont solides en termes de bilan, sont des sociétés qui sont solvables avec des gearing dette nette sur equity inférieur à 1, avec des ratios dette nette sur EBITDA inférieur à 3. Ce sont des sociétés qui ont plus de croissance que les larges, avec une croissance sur les 10 dernières années de 6% par an contre 1%. Néanmoins, et c'est normal, c'est dans leur modèle, ce sont des sociétés qui sont un peu moins rentables, avec une marge d'EBITDA de 16% contre 12% pour le CAC 40 par exemple, un peu moins de free cash flow généré également, et donc un peu moins de dividendes, parce que ce sont des sociétés qui doivent investir pour leur croissance. Ce qui fait que, à un moment où, depuis 5 ans, où il y a beaucoup de thématiques géopolitiques, macroéconomiques, l'inflation s'est mêlée à la géopolitique et puis les taux d'intérêt ont augmenté. Et c'est vrai que le manque de liquidité sur les small caps
a amené un détour des investisseurs qui ont préféré des sociétés avec un petit peu moins de risques. Et ce manque de liquidité a alimenté un manque de liquidité parce qu'effectivement, quand on a 7 milliards de décollecte en 5 ans sur les small caps, ça veut dire des ventes de small caps et ça veut dire des performances moindres. Bien sûr. Néanmoins, j'ai envie de dire que sur 2023, il y a quand même des belles histoires sur les small caps. Il y a Pierre et Vacances qui sait se transformer, qui a une performance de 60% depuis le début de l'année, qui a là amélioré sa guidance de chiffre d'affaires, d'EBITDA, de cash flow opérationnel. Et puis, c'est un segment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Il y a une OPA qui est lancée sur Villemorin, par exemple. Bien sûr. Voilà, Villemorin qui fait 40% de croissance depuis le début de l'année, dont l'actionnaire principal, Limagrain, a décidé de racheter les 30% environ restants, avec donc une prime d'environ 35% sur le dernier cours coté. Donc, il y a des choses sur l'Easy, par exemple. Juste sur Villemorin, Limagrain, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse... Pourquoi est-ce qu'on sort un actif de la cote? Et c'est vrai que, alors à la fois c'est intéressant parce que vous dites ça crée une dynamique, il y a des opérations sur capital, etc. Ça entretient l'activité, on va dire, dans ce segment de marché. En même temps, quand j'écoute le discours de Limagrain, c'est de dire, non, notre business, il n'est pas fait pour la bourse. Le temps d'un semencier comme Villemorin, les problématiques, les défis auxquels une entreprise de semences dans l'industrie agricole doit faire face, et ces temps-là, ces défis-là, ne sont pas les temps des marchés aujourd'hui. Oui, alors après, pareil, à mettre en perspective, ça fait 30 ans que Villemorin est coté. C'est une darling, ça a été une darling, Villemorin. Voilà, donc il a dû les relever pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on peut aussi mettre peut-être ça en relation avec les difficultés après l'Ukraine, avec le niveau de valorisation de la société. Effectivement, il y a des... Non, mais on peut comprendre que c'est des secteurs qui sont en transformation peut-être profonde aussi, et effectivement, qui ont besoin d'un temps différent pour répondre à ces transformations. Effectivement, qui est celui de la recherche et développement. Il y a beaucoup d'innovations à faire chez les semenciers, comme pour les engrais. Ce sont des secteurs qui se rejoignent. Donc, ça peut se comprendre. Effectivement, c'est la raison qui est donnée, que le temps de cette société n'est plus celui de la bourse, et ça se ressent aussi sur le cours. Et vous dites, ça a été le temps des marchés a été le temps de Villemorin pendant 30 ans. Je vous ai interrompu, mais oui, sur les autres opérations. Donc l'Easy, c'est ça, vous citiez Easy, qui a finalisé son offre publique de rachat. C'est-à-dire que la société se sert de sa trésorerie pour racheter des titres et les annuler. Ce qui permet pour les actionnaires de trouver une fenêtre de sortie, parce que la prime, là, elle est intéressante, elle est autour de 25%. Et pour ceux qui restent, de se reluer. Ça a permis, par exemple, pour Peugeot Invest de sortir, et puis pour les actionnaires restants de se reluer. Donc c'est un segment de marché sur lequel il y a des opérations, sur lequel pour 2023, il va y avoir de la croissance des BPA, des bénéfices par action, contrairement au CAC 40, pour lequel on attend zéro et même moins. Alors après, il n'est pas dit que ce soit encore révisé à la baisse, mais on a vraiment un gap d'attente entre les small et les large. Il y a quelques secteurs pour lesquels c'est un peu plus compliqué, l'énergie, mais pas plus que pour les larges, en réalité, et l'immobilier, mais pas plus que pour les larges. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent sur ce compartiment. Mais c'est intéressant parce que ce qui caractérisait ce segment de marché des petites capitalisations boursières, ces caractéristiques, elles sont toujours là. Elles sont moins en vogue aujourd'hui auprès des investisseurs parce que pour des questions de liquidité, de limitation de l'exposition au risque, etc. Mais les forces fondamentales de ce segment de marché, elles sont toujours là. Même après 4 ou 5 ans de sous-performance. Elles sont toujours là. Ils ont comme on le disait tout à l'heure, des bilans sains, de la croissance, des marges tout à fait présentables et un niveau de valorisation qui est attractif. Ils ont un PE au niveau de 16 fois au lieu de 24 en historique. Donc il peut y avoir un regain. S'il y a un segment de marché, je dirais aujourd'hui, à regarder, c'est peut-être celui-ci. Oui, bon, l'environnement de marché étant ce qu'il est, effectivement, c'est pas ce qu'on regarde le plus aujourd'hui, mais il faut quand même avoir ça en tête. Sur les opérations et notamment les stratégies de croissance externe, la dynamique M&A de ce secteur, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Cécile?
Donc les sociétés cotées ont deux relais de croissance organique, croissance externe. On regarde ça chez Inextenso chaque mois sur les sociétés cotées. Et il s'avère que depuis le début 2023, c'est dans la continuité de 2022, c'est-à-dire un ralentissement en volume avec 136 opérations début 2022 et à comparer aux 42 opérations début 2023. D'accord. Mais quand même 42 opérations de M&A menées par des small cap françaises sur les 4 premiers mois de cette année 2023. Effectivement. Donc l'échantillon, c'est les sociétés cotées Euronext Paris, moins de 1 milliard de capitalisation boursière. D'accord. Et donc sur cet échantillon-là, ce qu'on peut retenir, c'est que les petites sociétés résistent mieux que les larges, sont encore un peu plus actives que les larges, sachant que le rapport, c'est de moins 70% pour les large caps et pour les capis de moins de 500 millions d'euros, moins 50%. Donc il y a un effet, c'est ce qu'on voit aussi sur le marché non coté, parce qu'on sort un panorama tout juste là sur les sociétés non cotées et leur activité en M&A. Et effectivement, les PME sont plutôt préservées. Ce qu'on observe aussi, c'est que les taux d'intérêt et tout est lié font que les banques prennent un peu plus de temps pour regarder les dossiers, sont plus exigeantes et pour donner un petit peu plus cher. Et en parallèle, les acquéreurs prennent plus de temps et se prémunissent aussi des risques en proposant des montages qui les dérisquent avec des compléments de prix peut-être plus systématiques, je comprends. avec des montages pas que en equity, mais aussi avec des obligations convertibles, avec des prises de participation majoritaires un peu plus fréquemment, plus fréquemment que les prises de participation à 100%. D'accord. Donc on met un pied et je comprends. ensuite pour voir, parce qu'effectivement l'environnement très légitime. est un peu incertain. Donc on dérisque un peu ces deals à chaque fois. Exactement. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de valorisation, alors les sociétés cotées communiquent pas trop sur le niveau de valorisation, mais si on regarde l'indice Argos, on voit que sur les sociétés non cotées, parce que les sociétés cotées font des acquisitions de sociétés non cotées, donc c'est pas très éloigné. Peut-être qu'elles sont un peu plus grandes en taille, mais ça dépend. Donc néanmoins, la tendance est la même. C'est une légère peut-être inflexion des multiples. L'indice Argos indiquait 9,9 fois l'EBITDA sur la fin 2022. On ne doit pas... on reste dans cet ordre de grandeur aujourd'hui. Pour conclure sur un autre élément, Cécile, les deals qui sont menés, les opérations de croissance externe menées par les entreprises de petite taille cotées sur Euronext Paris, ce sont des deals aussi beaucoup plus... franco-français ou en tout cas centrés sur l'Europe. Ce sont des entreprises qui se projettent moins en dehors de nos frontières et de notre marché ou français ou marché unique européen. Effectivement, ça c'est un point un peu nouveau sur le début de l'année 2023. On a 40% des deals qui sont opérés en France, ça c'est plutôt stable, mais également 40% en Europe. Et ça c'est bien plus que ce qu'on avait observé en 2022, où les opérations en Europe étaient plutôt de l'ordre de 25% en volume. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique du Sud sont des zones qu'on ne va pas explorer. Un peu moins exploré en 2023 et effectivement la thématique de la souveraineté européenne, de la logistique sont au cœur de la recherche de cibles aussi et il y a quelque chose qui a bougé à ce niveau-là effectivement depuis le début de l'année. Non, c'est intéressant parce qu'on voit c'est pas un gel complet de l'activité, hein. Ça continue mais de manière un peu différente, quoi. Ouais. Merci beaucoup Cécile, merci pour cet éclairage toujours très précieux sur ce segment de la cote que vous connaissez bien, les petites capitalisations boursières. On parlait de l'univers coté, mais vous avez une expertise également sur le non coté chez Inextenso Financement et Marché. Vous êtes directrice Equity Capital Market d'Inextenso Financement et Marché. Cécile Aboulian qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve évidemment demain à 12h30 en direct sur Bismart.